Un chercheur, par essence, c'est quelqu'un qui est curieux. D'abord, on imagine que peut-être quand on sera grand, on pourra sauver le monde et que dans ces cas-là, on imagine peut-être d'embrasser la carrière de médecin. Je viens d'Argentine, d'où je suis partie à 18 ans en ayant fini le bac. Je voulais être médecin pour faire des missions humanitaires. Et puis au final, en fait, on commence la fac, on apprend des millions de choses. Donc, finalement, la biologie, c'était très intéressant. Enfin, j'aimais ça de toute façon, évidemment, auparavant. Et que la médecine, c'était pas le seul moyen d'arriver à faire des missions humanitaires. Donc j'étais passionnée par deux thématiques différentes, à la fois les langues et la biologie. J'avais quand même une idée de métier qui était la suivante, faire de l'interprétariat scientifique. Cette question que je mène aujourd'hui, qui est toujours la mienne, je me suis posé cette question il y a à peu près une trentaine d'années quand j'étais au lycée. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé au bon endroit au bon moment. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire une difficulté qui pour les jeunes est double. C'est-à-dire le bon moment, c'est de savoir ce qui se passe déjà en recherche, parce que il vaut mieux faire de la recherche où il y a une chance de trouver qu'une recherche où il n'y a aucune chance de trouver. Ça, c'est un principe absolument élémentaire. Et deuxièmement, Lvov, qui était mon patron, disait l'art du chercheur, c'est d'abord de se trouver un bon patron. Et il avait absolument raison. En général, on ne le choisit pas, c'est souvent lui qui vous choisit, mais en l'occurrence, je pense que ces premiers moments ont été tout à fait critiques dans ma vie scientifique, et il est toujours bon d'avoir des maîtres auxquels on puisse se référer comme modèle, à la fois sur le plan de l'excellence scientifique, mais aussi des qualités humaines. Et ça a été pour moi, évidemment, une formation exceptionnelle. Moi, je dois dire que j'ai un parcours très atypique de chercheur. Avant la guerre, je voulais être chirurgien. Je considérais que la chirurgie est le plus beau métier du monde, que quand on vous amène un type en petits morceaux, que vous arrivez à le rafistoler, c'est quand même extraordinaire et vous avez l'impression de faire quelque chose pour vos concitoyens. Et puis je suis parti faire la guerre en 1940, j'ai été très grièvement blessé, j'avais le bras cassé, une jambe cassée, des éclats dans tous les sens. Donc la chirurgie était terminée pour moi. J'ai toujours eu un intérêt pour les sciences de la vie, pour les sciences de la nature. Et quand j'étais adolescent, à 12 ans, j'ai commencé une collection d'insectes. Et mon professeur de sciences naturelles au lycée Montaigne, Jean Batelier, m'a beaucoup encouragé. Ce qui souligne, je pense, le rôle des enseignants dans une vocation scientifique. Alors la recherche m'intéressait, mais j'avais près de 30 ans et je considérais qu'il était impossible de faire de la recherche en commençant si tard. Et puis finalement, j'ai trouvé un cousin de ma femme qui avait eu un parcours à peu près voisin, qui avait trouvé un très bon labo et qui faisait des choses très intéressantes. Et je me suis dit, si lui, pourquoi pas moi? Un beau jour, vous savez, par hasard, j'ai rencontré Jacques Monod à Institut de biologie physico-chimique. Je l'avais vu déjà à une soutenance de thèse. Et il m'avait paru très, très difficile d'accès. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai pris par la manche et je lui ai dit bah, j'ai des problèmes, j'arrive pas à avancer dans mes expériences. Et il m'a fait venir à l'Institut Pasteur, dans son laboratoire, et j'ai fait une conférence un samedi à midi sur mes projets, et qui était extrêmement ambitieux, mais irréaliste, infaisables. Et Jacques Monod, d'ailleurs, me l'a bien dit. Et il m'a fait venir dans son bureau. Et il m'a dit, écoutez, voilà, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais vous ne pouvez pas continuer. Il faut soit que vous abandonniez vos projets d'embryologie, donc je voulais faire de l'embryologie chimique, moléculaire, on dirait aujourd'hui, à l'époque, comprendre les mécanismes du développement et de la différenciation, ou bien vous abandonnez ça et vous venez dans mon laboratoire. Et finalement, j'ai opté pour le laboratoire de Jacques Monod, et quand j'y repense, en fait, c'était une chance absolument exceptionnelle qui m'était offerte. Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. J'ai cherché un labo et j'ai trouvé un formidable labo à l'Institut Pasteur
qui était le laboratoire dirigé par le VOF où travaillait Monod. Alors j'ai eu un certain nombre de difficultés. Je suis arrivé pour voir le VOF et j'ai dit « Monsieur, je voudrais bien travailler chez vous ». Il m'a regardé, il avait des yeux très bleus. Il m'a dit « Je vous comprends, mais je n'ai pas de place ». Alors je suis revenu un mois plus tard et j'ai dit « Monsieur, je voudrais bien travailler chez vous ». Ça a duré pendant un an. Et pendant un an, il m'a viré. Et puis au bout d'un an, je suis arrivé, il m'a dit « Vous savez, nous avons trouvé l'induction du prophage ». Alors j'ai mis tout ce que je pouvais d'admiration dans oh! Et alors il m'a dit si ça vous intéresse, revenez au mois de septembre prochain. Et alors j'ai dû penser, je meurs de travailler sur le prophage. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis sorti de là. Je me suis précipité dans la première librairie venue pour ouvrir un dictionnaire, savoir ce que c'était que le prophage et l'induction. Je n'ai pas trouvé de solution, mais je suis venu quand même travailler le 1er septembre. Et c'était un laboratoire absolument formidable, où travaillaient deux types, qui étaient dirigés par deux types tout à fait exceptionnels et complémentaires, qui étaient complètement différents comme façon de raisonner, de penser, de travailler. J'ai passé ma thèse avec le VOF, et je me suis rendu compte que c'était un métier, très vite, un métier extraordinaire, parce qu'on faisait tout ce qui vous passait par la tête, vraiment tout ce qui vous passait par la tête, on l'essayait, ça marche pas, ça. Et qu'on sortait de là, on avait une théorie, on faisait des essais, on regardait si ça marchait ou pas, et on sortait de là, on racontait aux autres ce qu'on avait fait, et les autres dans le couloir n'arrêtaient pas de vous démolir pour tâcher de ficher en l'air votre théorie et en trouver une autre. Et de fil en aiguille, on travaillait comme ça, et c'était un matériel absolument merveilleux qui était le bactériophage, qui sont les virus des bactéries, qui permettait de faire une expérience après le déjeuner, d'avoir les résultats le lendemain matin, de réfléchir aux résultats pendant le déjeuner et de recommencer une expérience après le déjeuner. Donc c'était absolument fantastique. Cette scientifique qui nous recevait nous a montré que les chercheurs travaillaient sur un ver, un parasite, qui causait une maladie qui s'appelle, que tout le monde connaît, la bilharziose. Ces parasites ont attiré mon attention très particulièrement pour une raison très simple. C'est un couple. Ces parasites vivent en copulation permanente. Il y a les mâles qui est ici, celui-là. Et là, la femelle, c'est cette chose noire qui est à l'intérieur là. Et lui, avec son corps, il l'embrasse. Déjà, les mâles, c'est très original et très joli. C'est comme une feuille blanche. Et les mâles foliacés, il héberge tout le long de son corps une femelle qui est longiline, noire, plus longue que lui, très fine, très féminine, je dirais. Et il referme son corps autour de cette femelle, et à partir du moment où ils se mettent ensemble, ils ne se lâchent plus jamais. Et alors c'était beau à voir, malgré le fait qu'on pense que tous les parasites sont moches, mais non, mais ceux-là et ces couples étaient particulièrement sympas. Et la scientifique m'a expliqué que c'est quelque chose qui m'a étonnée et que c'est ma question jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'à vrai dire, les systèmes immunitaires des individus qui sont infectés par ce ver n'arrivent pas à répondre contre ces couples de vers ou contre plusieurs couples de vers. La réaction du système immunitaire, du système de défense, se fait pas contre les vers, mais contre les fruits de cet amour, si je peux m'exprimer comme ça, que c'est les œufs. Donc, ces couples de vers, pendant toute la vie qui est à l'intérieur de l'organisme humain, pondent des œufs. Et c'est ces œufs qui font que la réaction immunitaire se développe et que ça fait des grands processus inflammatoires et qui occasionnent la maladie. Donc, c'est une question fondamentale qui m'a préoccupée et je crois que c'est à cause de ça que je suis devenue scientifique. À l'issue des 3 mois de cours théoriques qui se passaient ici à Pasteur au centre d'enseignement, j'ai dû choisir un stage. Et à la suite du DEA, j'ai eu une bourse du ministère de la Recherche pour continuer dans ce même laboratoire et effectuer mon travail de thèse. J'ai profité de l'occasion de faire un stage en entreprise avec le collège pour venir ici. C'est juste pour qu'elle ait un aperçu. Bon, elle voit déjà là comment on vit là au milieu du labo en fait. Là, je suis là pour pouvoir commencer en fait en vrai par rapport à l'idée que j'ai. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout pareil, que c'est pas comme la télé le montre au journal ou des choses comme ça.
Je pense que c'est toujours un défi et c'est intéressant aussi de voir ça, même si on n'arrive pas toujours à trouver et à résoudre. Un chercheur, il peut, au moins ici en Europe, très particulièrement à l'Institut Pasteur, il peut être de n'importe quelle nationalité. Au cours de mes années lycée, on a eu l'occasion d'assister plusieurs fois aux journées portes ouvertes à l'Institut Pasteur de Cayenne. Et c'est là que j'ai vu des gens en blouse blanche m'expliquer un peu ce qu'ils faisaient. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui s'occupaient du politisme. Je suis monté à Paris et j'ai fait un DEA de biochimie fondamentale. Les cours de l'Institut Pasteur sont à la fois des cours donc, pour des étudiants de 3e cycle, donc ce sont des cours de niveau 3e cycle universitaire, mais ils s'adressent aussi à des étrangers, alors des étrangers soit des Instituts Pasteur du réseau, soit des étrangers du monde entier. L'originalité de ces cours sont qu'en fait, ce sont des cours non seulement théoriques, mais pratiques, et en fait qui sont extrêmement modernes, c'est-à-dire que ce sont les laboratoires de l'Institut Pasteur et même d'ailleurs qui contribuent à ces travaux pratiques et qui font faire aux étudiants ce qui a été fait très récemment. C'est de la recherche très récente. Vous pouvez avoir des gens de 25 ans, de 35 ans, et je pense que c'est important d'avoir une complémentarité entre les élèves, et ça donne quelque chose de très divers. Et si les formations au départ sont différentes, il faut qu'ils arrivent au même niveau. Et à l'examen à la fin, il faut qu'ils aient tout compris et qu'ils aient progressé. Le S, si, tout le monde a fait les mêmes souches. Je vais voir. Par exemple, il y a à peu près 200 à 250 élèves par an à l'enseignement. Il y en a à peu près une soixantaine qui font leur thèse ensuite à l'Institut Pasteur. Et moi, j'ai fait ça aussi. Donc, j'ai fait mon DEA à l'Institut Pasteur, j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur. Et quand vous faites votre thèse, vous avez ensuite des contacts avec tous les enseignants que vous avez rencontrés. Et vous arrivez, vous êtes ancien élève et on vous reçoit bien. Et c'est vraiment extrêmement important pour la suite également, comme carte de visite. J'ai pu faire donc mon stage pratique de DEA à l'Institut Pasteur de Paris. Et donc j'ai pu, quelques années plus tard, passer ma thèse. Et enfin, j'ai mis un pied dans la maison de manière honorable, puisque j'ai eu un premier poste local à l'Institut Pasteur de Cayenne. Et plus tard, j'ai eu un poste dans le réseau des Instituts Pasteur et Instituts associés. Un vaste réseau. Donc l'Institut Pasteur a mis en place tout ce réseau pour permettre à des jeunes chercheurs comme moi donc, de partir en Outre-mer pour pouvoir, je dirais, aider d'autres chercheurs locaux, puisqu'il y a beaucoup de chercheurs locaux, à affronter quelques problèmes de santé publique. L'Institut Pasteur, il est un institut qui nous permet d'avoir la liberté de penser, de travailler sur ce qui est porteur et ce qui n'est pas porteur. Je travaille sur une maladie, que c'est une maladie, la maladie de Chagas, une maladie négligée. C'est une maladie qui atteint 20 millions de personnes en Amérique centrale du Sud. Ce n'est pas quelque chose qui est trop porteur en termes d'argent, si on parle plus précisément de la recherche scientifique à visée application. Je travaille avec un parasite tout petit, que lui aussi n'est pas vu par les systèmes immunitaires. Il peut vivre dans l'organisme humain tranquillement, et les dégâts, la maladie qu'il cause est plutôt un excès de réponse du système immunitaire contre la présence de ces parasites, mais pas contre les parasites lui-même. On essaye tous les jours de comprendre pourquoi les systèmes immunitaires arrivent à voir autant de parasites et ne pas réagir comme il faut. Au sein de mon laboratoire, je trouve intéressant qu'étant en France, où il n'y a pas de la maladie de Chagas, on travaille, on a l'intérêt de beaucoup d'étudiants français sur cette maladie. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, qui viennent se spécialiser ou viennent suivre une thèse ici dans le laboratoire. Lorsque j'ai vu qu'il y avait une Brésilienne qui proposait un sujet sur un parasite qui fait une endémie en Amérique, j'ai dit il me faut ça. J'avais rencontré Paola en fait en DEA et j'avais aimé sa qualité humaine.
Et je suis arrivée ici un jour et elle m'a proposé de faire ma thèse chez elle. Et puis elle m'a proposé son sujet. Et puis ça, c'est une merveille. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là. Changer de sujet au cours de sa carrière, c'est à la fois difficile, hein, c'est un choix difficile, mais c'est également extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel, puisque c'est un défi, on essaie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Beaucoup de questions biologiques sont intéressantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille sur Trypanosome cruzi, j'adore le sujet, c'est un sujet magnifique, mais j'imagine que demain, je pourrais travailler sur autre chose et trouver ça tout aussi magnifique. Et prendre autant de plaisir à découvrir autre chose, à avancer et à comprendre un autre système. Quand on travaille sur les maladies parasitaires, on a toujours l'espoir, mais très très loin, de se dire que ça peut être utile. Mais je crois qu'il faut être lucide, si on fait ça, c'est parce que ça nous amuse. C'est probablement la chose la plus égoïste de mon existence. Comme le disait Jacques Monod, un bon maître doit susciter chez ses élèves un désir de dépasser son maître. Donc j'ai quitté l'Institut Pasteur pour les États-Unis. Et je dois dire que j'ai appris à vivre dans un autre monde, beaucoup plus compétitif que celui dans lequel je vivais, agressif, ayant une certaine forme de violence. Dans les relations humaines en particulier, mais aussi de mouvement des idées, de dynamisme, de mise à l'épreuve constante qui m'a fait voir la recherche sous un angle complémentaire, je dirais. Et, évidemment, l'aspect négatif, c'était la compétition, que je trouvais difficile. Mais l'aspect positif, c'était aussi la reconnaissance d'une réussite immédiate. Tu en as en fluorescence aussi là ? Voilà. Je me suis complètement réorienté. J'ai décidé de changer de sujet, de passer des protéines régulatrices bactériennes à un thème proprement animal, puisque finalement c'était ma première vocation. Et de s'intéresser à la fois à l'extension des travaux que j'avais pu faire sur les bactéries, mais aussi d'aller vers le système nerveux qui, dès cette époque-là, était l'enjeu principal, pas le seul, mais l'enjeu principal de la recherche biologique. Après ce séjour aux États-Unis, j'ai eu le privilège de revenir à l'Institut Pasteur, et Jacques Monod m'a offert la possibilité de créer un petit groupe indépendant dans son département. Et je pense que ça a été là aussi, si vous voulez, une décision qui a contribué énormément au développement de la recherche qui a suivi. Les bons chercheurs, ils sont chercheurs parce qu'ils ont une question fondamentale qui est arrivée à un bon moment de la vie. Le laboratoire de Lvov était dans un très long couloir qui était de l'autre côté de la rue, en haut, sous les toits, le grenier. À un bout, il y avait Lvov avec son équipe, à l'autre bout, il y avait Monod avec son équipe. Et en principe, chacun était censé travailler sur son sujet, qui était censé n'avoir rien à faire avec l'autre. Et puis finalement, on s'est aperçu peu à peu que c'était des mécanismes. L'un travaillait sur un virus, l'autre sur un enzyme, sur la synthèse d'une protéine, qu'on pouvait déclencher dans certaines conditions ou ne pas déclencher. Et le virus, on pouvait aussi déclencher sa multiplication. Et on s'est aperçu qu'il y avait un système régulateur qui déclenchait la synthèse de protéines, ou qui déclenchait la synthèse de virus, et qui finalement était très semblable dans les deux systèmes. Un dimanche après-midi où on s'ennuyait, on est allé au cinéma avec ma femme, et je ne m'intéressais pas tellement au film qui n'était pas bon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que les deux travaux qu'on faisait aux deux bouts du couloir étaient probablement exactement la même chose, mais dans des termes différents, parce que l'un s'occupait de virus et l'autre de protéines. Et alors ça a été une espèce de révélation dans le cinéma. J'ai dit à ma femme, on s'en va, ce film est ennuyeux. Elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, je crois que j'ai une idée. Elle m'a dit, raconte. Quand elle m'a dit, oh, c'est évident ce que tu dis, ce que j'ai trouvé très déprimant.
Et puis finalement, ça s'est développé, c'est parti, etc. Et ça a servi à produire une hypothèse qui fonctionne, quoi. Il y a dans la recherche scientifique une dimension esthétique. Et je dois dire que quand j'ai eu à changer de matériel et de thématique, quand j'étais tout jeune chercheur, quand je suis passé de l'animal et du développement embryonnaire à la bactérie, je me suis senti très frustré dans mon goût de l'image, dans le goût de la beauté, parce que j'avais vécu pendant mon adolescence devant cette diversité magnifique du monde animal et végétal. Et cette transition vers la biologie moléculaire m'a frustré. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai décidé d'avoir une petite activité artistique en plus. Et ne serait-ce que pour compenser cette vision plus abstraite, plus formelle du travail sur la molécule, bien que là aussi il y ait une dimension esthétique. Mais sur le moment, elle ne me paraissait pas claire. Nous sommes constamment en contact avec un monde qui est agressif. J'ai déjà souligné ce côté, c'est une lutte permanente. Qui est une lutte internationale, hein. C'est pas la lutte avec ses collaborateurs, au contraire, on est unis dans une même action, mais c'est une lutte pour la connaissance, hein. Bon, mais c'est comme ça qu'elle progresse. Et donc l'art apporte un surplus d'équilibre et de joie intérieure. C'est pas mal, hein? Je pense que cette distanciation est absolument essentielle dans le travail du chercheur, parce que précisément, elle permet d'atteindre une certaine forme d'objectivité qui, comme je le disais, est tout à fait critique dans le progrès de la connaissance scientifique. La recherche, c'est merveilleux quand ça marche, mais ça ne marche pas toujours. Et depuis le début, j'ai un principe, c'est d'avoir plusieurs fers au feu, c'est-à-dire de travailler sur plusieurs trucs à la fois. Quand il y a un qui ne marche pas, qu'on est près du désespoir et à se jeter par la fenêtre, il y en a un autre qui vous permet quand même de continuer et de soutenir. Ce savoir est perpétuellement en mouvement, et l'idée qu'on puisse y participer, et au fond, participer à une forme de progrès, à la fois dans la connaissance et dans le bien-être de l'humanité, parce que c'est pour ça que nous travaillons. Cet aspect-là est, je pense, unique comme activité, unique à l'activité de chercheur. Et c'était le fondement de ma motivation, et ça le restera jusqu'à la fin de mes jours. Quand on poursuit son chemin, c'est toujours ce que je dis à mes plus jeunes collaborateurs, il faut suivre ses idées, suivre son goût et creuser le sillon. Et en approfondissant un sujet et en ayant des idées originales en permanence, on n'arrête pas de progresser. Enfin, c'est ça qui est vraiment la partie la plus enthousiasmante du travail de recherche. C'est que c'est un travail qui est sans fin, qui nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, mais aussi tout le temps une insatisfaction avec ce désir d'avancer et de progresser.